présentation générale de l'intuition qui a présidé à la réunion de ce soir pour céder la parole à Myriam Kokaina, une de nos fellows et qui co-préside notre groupe consacré au développement durable, qui va introduire les intervenants et le débat de ce soir consacré à la réponse de l'Afrique au coronavirus. Simplement un mot tout particulier pour remercier Frédéric Röder de notre conseil d'administration, qui est coprésident de l'association, qui connaît sur le bout des ongles ces sujets-là pour y avoir travaillé pendant de nombreuses années à la tête de l'ONG One et maintenant de l'ONG Global Citizen. Merci beaucoup Frédéric d'être parmi nous et d'avoir pris du temps pour parler de ça. Merci aussi à Monsieur Djoulabaï qui nous a rejoint depuis le Centre africain de contrôle et de prévention des maladies, parce qu'on sait que vous êtes extrêmement chargé par les conséquences sanitaires elles-mêmes et que vous avez malgré tout pris du temps pour venir discuter avec nous. Merci à Monsieur Gérold de la Fondation pour la recherche stratégique, qui est un des think tanks avec lesquels on travaille étroitement depuis 10 ans. Donc, on est très heureux de vous avoir à bord après la publication de votre note consacrée à l'Afrique et au coronavirus. Et enfin, merci beaucoup à Monsieur Audet, un grand fan d'Arcade Fire, qui nous fait la joie, il comprendra la private joke, qui nous fait la joie d'être présent parmi nous ce soir en ses qualités de directeur de l'Institut des études internationales de Montréal, et qui, comme lors de chacun des Diplolabs, représentera fièrement les intuitions canadiennes, disons ça comme ça, dans nos débats. Merci à vous quatre. Merci aussi et avant tout à Myriam Kokaina, qui a accepté d'animer cet échange, de le concevoir aussi. Myriam qui dans l'aventure Open Diplomacy et Canada est présente depuis le début, puisqu'elle a co-présidé le Y7 avec moi l'an dernier, et donc elle a beaucoup travaillé à la frontière entre le Canada et la France sur les questions G7. Myriam, je te passe la parole. Bonne soirée à tous. Merci beaucoup Thomas pour ton introduction qui me permet de commencer ce premier cycle de réflexion, notamment concernant la gestion de la crise coronavirus au sein du continent africain. Donc effectivement, cette question prend beaucoup d'ampleur dans l'actualité, dans le sens où aujourd'hui, le continent africain, de par sa population d'environ 1,2 milliard d'habitants, est touché effectivement par le coronavirus. Les derniers chiffres remontent environ 34 000 cas confirmés, 11 000 guérisons et environ 1 500 décès. Donc de ce fait, effectivement, le continent africain est touché, mais on lui prédit les pires catastrophes possibles et les pires scénarios en termes d'impact sanitaire, économique et social. Donc, les explications de ces, entre guillemets, faibles chiffres par rapport à d'autres régions du monde sont multiples. D'abord, on met en perspective la réactivité de beaucoup d'États africains dans la mise en place de diverses mesures, comme le confinement, la fermeture de frontières, la restriction de déplacements, etc. Et d'autres axes de réflexion mettent en valeur et l'avantage du jeune âge de la population globale africaine. Donc effectivement, le continent africain ne reste pas à l'abri de cette pandémie et de ce fait entre dans des mécanismes aussi d'entraide internationale pour éviter que l'impact de cette crise sanitaire ne soit catastrophique, tout en limitant l'impact sur son territoire vis-à-vis de la crise économique globale que l'ensemble des pays du monde vont vivre dans les quelques semaines et mois à venir. Donc, pour cette réflexion, comme tu l'as présenté Thomas, nous avons le grand plaisir d'accueillir 4 intervenants. Tout d'abord, Frédéric Röder, qui, comme tu l'as présenté, est la coprésidente de l'Institut Open Diplomacy, anciennement directrice de One France et aujourd'hui directrice pour l'Union européenne de l'ONG Global Citizen. Nous avons aussi Monsieur François Audet, directeur de l'Institut d'études internationales de Montréal, Monsieur Benjamin Djoudalbaï, qui est directeur des politiques et relations diplomatiques de santé au Centre africain de contrôle et de prévention des maladies, et enfin Monsieur Gérold, qui est chercheur associé à la Fondation pour la recherche stratégique et qui a dernièrement publié et le co-auteur de la note Le Covid-19 et l'Afrique, première réflexion. Donc de ce fait, je souhaiterais commencer cette réflexion avec
Monsieur François Audet. Donc, j'aimerais savoir de votre perspective et donc de la perspective canadienne, quelle est la situation économique et politique des États africains face à cette crise? Alors, bonsoir, bonsoir à tous du côté de l'Atlantique. Je remercie, pas perdre de temps avec trop de salutations, mais je remercie quand même tous les organisateurs pour cette conférence et je salue du coup mes compatriotes de l'ambassade du Canada en France. Euh, Donc, je crois que pour commencer, je le fais humblement, alors je ne suis pas un porte-parole du Canada, je le dis tout de suite, mais je vais humblement vous partager certaines réflexions que nous avons quand même largement analysées depuis presque la mi-février, parce qu'on voyait, hein, on voyait poindre la pandémie quand même depuis un certain temps. On n'avait jamais imaginé qu'on connaît. Mais déjà, à la mi-février, on avait mis en place plusieurs programmes de recherche ici à l'Institut et dans certains groupes plus spécialisés. Mais avant d'en parler, permettez-moi quand même de faire juste un petit point de précaution méthodologique sur la base de notre conversation et en tout cas en ce qui me concerne. Et je sais que j'ai un collègue médecin qui va le faire mieux que moi, mais c'est clair que la science aujourd'hui sur l'épidémie nous dit très peu de choses. Hein. On ne connaît, après seulement 6 mois, que très peu de choses sur le virus, sur ces mécanismes sur l'épidémiologie derrière et encore moins sur les conséquences politico-sociales qui vont venir éventuellement et qui sont déjà commencées. Alors, je le dis parce que, étant donné qu'on est un peu encore dans cette obscurité scientifique-là, et on le voit tous les jours dans les décisions de nos élus, hein, c'est un petit peu de la danse, hein, c'est jamais des décisions claires et on a toujours l'impression qu'on ne sait pas où est-ce qu'ils s'en vont. Alors, ce nuage-là fait en sorte qu'on est encore dans les généralités. Et c'est important parce que, comme académique aujourd'hui, d'admettre qu'on est dans les généralités, parce que les généralités nous font souvent simplifier des éléments très complexes et on est dans une grande complexité. Alors, je dis tout de suite que je dois, moi, faire un traitement généralisé. Donc, on parle de généralité, on est dans des hypothèses et il y a très peu de phénomènes concrets aujourd'hui, en tout cas d'une perspective canadienne et de ce qu'on en voit partout à travers le monde aussi, sachant très bien, vous le savez comme moi, qu'un article scientifique le mardi va mettre complètement en question tout ce qu'on croyait qui était vrai le lundi. Alors, on est vraiment dans cette situation-là. Par contre, il y a des choses qu'on sait, et c'est ça sur quoi je vais m'attarder, notamment, entre autres, effectivement, comme vous le suggérez, sur les vulnérabilités politiques et économiques de l'Afrique par rapport au virus. Ce qu'on sait, c'est que c'est évidemment un virus qui a des conséquences malencontreuses et épouvantables à travers le monde. Ce qu'on sait aussi, c'est qu'il n'y a aucun État, aucune région, aussi riche soit-elle et ayant toute la science qu'on connaît aujourd'hui en 2020, qui a su trouver une solution durable à ce phénomène-là. C'est ce qui met un peu en paradoxe l'introduction que vous avez faite d'ailleurs, qui semble avérée, que pour l'instant, et on dit au Québec, on va toucher du bois, là, hein, pour l'instant, l'Afrique semble relativement épargnée par le virus, et vous avez raison de le dire, à tout le moins selon les informations dont on a, puis je sais que mon collègue le fera mieux que moi tout à l'heure. Alors, comment se fait-il que le reste du monde, notamment l'Occident et certains pays asiatiques, ont été touchés de cette manière-là et pas autant que l'Afrique? Alors, évidemment, vous avez mentionné quelques éléments. On pourrait rajouter à ceux-là. Donc, évidemment, il y a beaucoup moins de circulation internationale, en tout cas à la base, hein, qui a fait en sorte d'amener le virus à un niveau où est-ce qu'on le connaît. Il y aurait aussi des publications portant sur une immunité préexistante, peut-être, à travers des traitements prophylactiques, notamment qui venaient de la chloroquine, de la malaria. Bref, quelques indices qui nous feraient comprendre ça. Mais il y a certainement autre chose aussi. Et je me lance donc avec ces quelques hypothèses-là, sachant que l'autre chose qu'on ne connaît pas, c'est certainement l'importance pour nous, en tout cas d'une perspective canadienne, d'écouter l'Afrique et d'essayer de comprendre quelles sont les pratiques, qu'est-ce qui fait qu'il semble avoir moins de problèmes, a priori, au niveau de la maladie sur la santé des humains là-bas pour le moment.
Donc, deux choses. La première, ça c'était juste mon introduction, imaginez. Mais inquiétez-vous pas, je vais respecter le temps. Deux choses. Donc, la première, sur les vulnérabilités économiques. Donc, on part du postulat que l'Afrique était ce qu'il était hein, au mois de février. Mais avec l'arrivée de ce phénomène nouveau-là, de cette menace nouvelle-là, il y a beaucoup d'indications, beaucoup de littérature dans les dernières semaines qui ont commencé à sortir justement sur, et je vais nommer quelques éléments, les enjeux du manque de liquidité financière. Alors, on voit les problématiques sur le marché boursier dans le monde entier et on voit un repli des partenaires financiers, de la coopération en général et des partenaires financiers, des investissements directs étrangers et l'éventuelle répercussion sur les micro et petites et moyennes entreprises. Et dans plusieurs régions africaines, on le sait très bien, l'économie fonctionne énormément sur de la petite, la micro-entreprise. La petite entreprise qui était déjà dans des niveaux de précarité et je dirais, de relations financières assez asymétriques avec les bailleurs, avec les banques. Alors, il y aura un phénomène clairement de manque de liquidité qui pourrait générer, un article révélait, donc la mise à pied ou en tout cas certainement une perte d'emploi qui pourrait aller jusqu'à 20 millions de personnes là, dans les prochains mois dans les différents secteurs de l'économie formelle et informelle. Donc ça, c'est quelque chose qui semble assez sérieux, évidemment, avec toutes les conséquences qu'on peut imaginer suite à ça. Un autre phénomène lié aux enjeux économiques, là, on est un petit peu plus dans le macro, mais on voit la chute du pétrole donc partout dans le monde. Le Canada en souffre aussi, sachant qu'on est un pays exportateur. Mais vous savez, en Afrique, donc, les exportations de pétrole, c'est environ 40% des exportations africaines totales. Alors, s'il y a une chute de cette nature-là, d'un produit aussi important, qu'on soit d'accord ou pas avec l'utilisation du pétrole, je tiens à le souligner, mais n'empêche, une chute importante des exportations et un bris dans la chaîne d'approvisionnement comme on la connaît, c'est certain qu'il y aura un effet important sur les grands producteurs de pétrole africains. Bon, évidemment, deux éléments supplémentaires au niveau de la vulnérabilité économique. On pense évidemment à la chute du tourisme qui va se révéler partout dans le monde, mais on sait que plusieurs régions d'Afrique comptent beaucoup sur le tourisme et le voyage. Alors, l'impact sur le tourisme dans les petites et micro-entreprises un peu partout dans les différentes régions d'Afrique et évidemment plus largement dans des économies plus importantes comme dans les structures de compagnies aériennes africaines, par exemple, qui pourraient ne pas avoir le même soutien que les compagnies aériennes nord-américaine ou européenne, comme on le voit actuellement. Il y a un ensemble d'autres éléments. Je vais m'arrêter ici pour les enjeux économiques. On pourra aller de l'avant avec d'autres éléments dans l'éventuelle discussion que nous aurons. Maintenant, m'attarder peut-être un peu sur les vulnérabilités à caractère politique. Donc, on se remet encore dans le postulat que certaines régions d'Afrique étaient très vulnérables déjà politiquement avant tout ça. Alors, une pandémie de cette nature-là vient faire quoi? Bien, vient déstabiliser davantage des États ou des régions qui étaient déjà très fragiles. Hein. Donc, si on prend un peu le discours là, en sécurité ou en théorie des relations internationales sur les États fragiles, c'est clair que la grande région du Sahel, notamment certaines régions d'Afrique centrale qui sont aux prises avec des groupes armés extrémistes, pourraient très certainement profiter de ce déréglage-là, notamment dans l'incohésion ou la fragmentation des enjeux sécuritaires dans plusieurs régions d'Afrique, que ce soit avec Boko Haram en Afrique de l'Ouest, Al-Qaïda, Maghreb islamique, etc. Donc, on connaît un peu les points chauds également. Ce qu'on constate aussi au niveau politique, et moi, ça m'a un peu ça m'a touché parce que je suis un ancien travailleur humanitaire, c'est qu'on a vu, malgré le désir rhétorique des acteurs humanitaires et des acteurs du développement, on a vu quand même un repli important des acteurs humanitaires, des acteurs et même des acteurs diplomatiques. Quand je parle de repli, évidemment, c'est des évacuations massives des ambassades. On le comprend aussi, évidemment. Il y a quand même encore, on le sait, une structure minimale dans la plupart des grandes ambassades en Afrique, mais il y a une perte quand même des dialogues qui était établi, mais surtout un repli et un retrait des acteurs humanitaires et des acteurs de la coopération internationale, que ce soit financier, que ce soit l'expertise médicale, que ce soit le matériel médical. Je sais que mes collègues de la coopération n'aiment pas trop ça quand on les pointe du doigt, mais ce qu'on constate effectivement, c'est qu'il y a un repli très justifié par ailleurs, mais comme très souvent, c'était eux qui étaient les premiers répondants, et on l'a vu dans différents endroits, notamment avec l'Ebola et dans certaines épidémies de choléra aussi, les acteurs humanitaires et de la coopération internationale jouent un rôle très, très important. Et là, il y a un repli, un retrait à tout le moins, espérons-le, temporaire pour le moment.
Au-delà de ça, je crois qu'il faut quand même mentionner au niveau économique certaines bonnes situations, ou en tout cas bonnes décisions. On a vu l'annonce du moratoire sur les dettes des grandes banques et de certains acteurs européens, le secteur, évidemment ici aussi en Amérique du Nord. Donc, le fait de diminuer cette pression sur les budgets des États est fondamental. On espérera que ça va durer dans le temps et que ça ne sera pas juste temporaire. Mais si, par exemple, ici, le Québec, le Canada, on peut demander aux banques de ne pas faire de paiement pour des gens qui sont locataires ou propriétaires, bien, je crois que c'est la même chose qu'on doit appliquer dans notre système financier mondial pour des pays, des régions du monde qui ont besoin de ces financements-là, mais qui n'ont pas la capacité de payer, en tout cas dans la période de crise dans laquelle on vit. Je crois qu'il y a eu un petit décalage de son. Oui, il y a un petit... C'est bon. Alors, si vous me permettez, je vais y aller tout de suite avec la conclusion et comme ça, on passera à un autre collègue. Ça va? Oui, allez-y. D'accord. Alors, donc, ça m'amène à des éléments de conclusion rapides que je veux vous partager. Donc, dans ces scénarios de vulnérabilité économique et vulnérabilité politique, c'est que, et vous l'avez dit vous-même en introduction, dans l'hypothèse, effectivement, que la conséquence de l'épidémie sur la santé de la population africaine n'est pas celle qu'on avait anticipé, et tant mieux, ben, les conséquences indirectes, notamment socio-économiques de cette pandémie-là, seront vraisemblablement dramatiques. Ils nous mettent un peu face à l'envergure de notre échec de cette mondialisation asymétrique. Donc, une mondialisation qui va être encore plus asymétrique maintenant et au lendemain de cette pandémie-là, où on va se retrouver avec une élite économique qui mettra tout en place pour maintenir cette situation de pouvoir-là et malheureusement vont laisser de côté des partenaires et des alliés, mais qui ne sont pas la priorité pour le moment. Et là, ça, c'est clair que ça va se jouer de manière très importante. Donc, je parlais tout à l'heure du repli donc, de certains grands partenaires. Tout ça va nous amener aussi à ce qu'on appelle une augmentation de nos angles morts. Vous savez, en tout cas au Québec, quand on parle d'angle mort, on est sur la route, on regarde la route, on a un sentiment qu'on voit, qu'on contrôle. Nos miroirs nous donnent une information, mais il y a toujours cet espace-là de zone qu'on ne voit pas et qui existe toujours. Des espèces d'espaces cognitifs, politiques, insécurité, etc. Et la venue d'une pandémie de cette nature-là va faire en sorte qu'on va mettre énormément de ressources, voire peut-être même toutes nos ressources sur la lutte à la pandémie et va nous faire, je dis, oublier ou mettre de côté des enjeux qui étaient les priorités il y a à peine quelques mois. On pense évidemment aux enjeux de conflit, de déplacement de population, aux enjeux climatiques qu'on connaît qui sont évidemment majeurs dans plusieurs régions d'Afrique. On voyait encore cette semaine les enjeux liés au criquet pèlerin, donc à l'invasion de criquets un peu partout, notamment je crois que c'était au Kenya, et la difficulté, voire l'impossibilité d'avoir accès à des ressources de base pour ces luttes qui, normalement, étaient relativement bien gérées, qui vont devenir maintenant laissées de côté parce qu'on va mettre en place un système parallèle d'urgence pour l'épidémie. Et tout ça, donc, m'amène rapidement à mon élément que je qualifierais de conclusion. C'est le plus grand risque derrière ça, à mes yeux, maintenant que je vous ai fait un peu ce portrait-là, c'est probablement l'enjeu de la sécurité alimentaire. Donc, il y aura une baisse, évidemment, de la production autarcique, donc de l'autosuffisance. Le petit producteur va moins produire, va se déplacer davantage. Il y aura, évidemment, et on le voit déjà, les chaînes d'approvisionnement et les chaînes de valeur se défont très rapidement. On va redistribuer ailleurs via cette pression économique-là des besoins des pays plus riches ou là où est le pouvoir. Et très certainement, la conséquence sera véritablement une crise alimentaire et on la voit déjà dans certains secteurs, dans certains coins d'Afrique notamment. Il y avait des images qui nous venaient de Nairobi, je crois, cette semaine, là, où on voyait déjà cette anxiété dans des quartiers pauvres, dans des quartiers où il n'y avait plus accès à une alimentation ou plus accès à la nourriture du tout. Alors donc, un peu l'espèce d'effet domino de cette crise-là, qui n'est pas celle qu'on avait anticipée, mais qui aura certainement des conséquences encore plus importantes dans d'autres secteurs, très certainement, qu'il ne faut pas perdre de vue.
Et donc, je conclurai en disant qu'il faut continuer à écouter l'Afrique parce que l'Afrique a beaucoup de leçons à nous donner pour l'avenir et d'éventuelles solutions, justement, pour la lutte à la pandémie de la COVID-19. Merci. Merci beaucoup, Monsieur Audet, pour votre exposé très, très riche et du coup qui nous met en perspective les conséquences économiques et politiques et surtout de sécurité alimentaire qui sont quand même importantes à noter. Et justement, vous avez dit quelque chose de très intéressant. Il faut, dans cette période, écouter l'Afrique parce que les chiffres de l'Afrique en termes de cas et de victimes du coronavirus sont beaucoup plus faible que l'ensemble d'une bonne partie du monde. Et c'est ainsi que j'aimerais donner la parole à Monsieur Benjamin Djoudalbaye, qui justement, lui, est directeur des politiques en relations diplomatiques de santé au Centre africain de contrôle et de prévention des maladies. Et donc, Monsieur Djoudalbaye, j'aimerais en profiter pour vous demander aujourd'hui quelle est plus ou moins la situation des États africains. Effectivement, aujourd'hui, l'Union africaine est porteuse de nombreuses initiatives, notamment en ce qui concerne des préventions, etc., applicables à l'ensemble de ses États membres. Donc, ce qu'on aimerait savoir aujourd'hui, c'est comment justement quelles sont déjà ces initiatives, comment elles sont mises en place et dans un effort de collaboration commun entre les différents États membres. Ce qui serait aussi intéressant, c'est d'avoir la perspective interne du continent africain par rapport aux potentielles conséquences que cette crise aura à différents niveaux, bien sûr économiques, politiques, social, etc. Et effectivement, il y a un axe important, il y a beaucoup d'initiatives aussi externes pour soutenir le continent africain dans la gestion de cette crise. Et j'aimerais savoir, de votre point de vue, voilà, comment est-ce que sont perçues toutes ces initiatives externes? Alors, je vous remercie. Merci beaucoup de m'avoir associé à ce webinaire. Il y a eu déjà une très bonne présentation de la situation. Beaucoup de choses sont dites sur l'Afrique, mais il faudrait que je revienne sur quelques points clés pour vous situer par rapport à ce qui se passe sur le continent et pourquoi aujourd'hui les chiffres semblent être ce qu'ils sont sur le continent, parce que le monde entier nous a prédit un scénario catastrophique, mais pour le moment, nous n'en sommes pas encore là. Il faudrait d'abord se rappeler que la situation sur le continent est ce que vous voyez. Nous sommes à plus de 30 000 cas avec quelques milliers de décès et beaucoup de guéris. Maintenant, pour revenir à un certain nombre de questions qui ont été posées, il faudrait d'abord reconnaître que le continent africain s'est doté bien avant le coronavirus d'une politique continentale africaine de santé. Donc, nous avons une politique commune de santé, et ce qui n'existe peut-être pas sur l'ensemble des... Donc, nos faiblesses sont connues, tout le monde reconnaît nos faiblesses, et il y a un adage de chez nous qui dit quand le serpent vous a mordu une fois, quand vous voyez un morceau de corde, vous sautez très haut. Donc, nous avons appris les leçons de Ebola en Afrique de l'Ouest. Et après la crise d'Ebola, l'OMS avait mis sur pied ce qu'on appelle les GEE, c'est les évaluations conjointes externes qui ont été menées sur l'ensemble des pays du continent pour évaluer les capacités du règlement sanitaire international. Alors, qu'est-ce qui s'est passé? On s'est rendu compte que le continent africain est soit peint en rouge, soit peint en orange. Très peu de pays, sinon un ou deux sur l'ensemble du continent, étaient peints en vert. Donc, on nous a toujours dit que nos systèmes de santé étaient très faibles. OK, d'accord. Et les mesures ont été prises. Et le continent africain, par exemple, par an, fait face à plus de 105 épidémies qui sont gérées soit localement, soit régionalement, etc. Donc, les pays sont plus ou moins préparés à ce genre de situation catastrophe. Et nous sommes habitués à gérer les maladies infectieuses. Donc, c'est une situation que nous connaissons très bien.
Et nous avons des systèmes de surveillance qui sont en place. Même si ces systèmes de surveillance sont embryonnaires quelque part, ça nous a permis très rapidement de les mobiliser et de les alerter pour pouvoir se préparer. Pour preuve, le continent africain a été le premier continent à convier une réunion ministérielle alors qu'il y avait un seul cas et un seul pays avait déclaré l'épidémie sur le continent, c'était l'Égypte. Le 14 février, l'Égypte avait déclaré un cas de coronavirus importé sur son territoire. Et très rapidement, nous nous sommes dit, attention, il faudrait que le continent commence par se mobiliser. Alors, le 22 février, tous les ministres africains de la Santé se sont donné rendez-vous ici à Addis Abeba pour pouvoir définir les orientations stratégiques à suivre. Donc, les ministres sont arrivés ici à Addis et ils ont fait deux choses. La première des choses, c'est de mettre sur pied un groupe de travail continental pour pouvoir répondre au coronavirus au cas où l'épidémie allait fouetter de manière sévère le continent, et également définir une stratégie continentale. La stratégie continentale contient en fait à trois axes. Le premier axe, c'est de limiter les infections. Le deuxième axe, c'est de limiter les décès. Le troisième axe, c'est de limiter le préjudice social. Donc, le préjudice social avec tout ce qui est conséquences socio-économiques, etc., et autres, tout ça a été pris en compte déjà à cette époque-là dans la stratégie continentale. Les chefs d'État et de gouvernement ont approuvé cette stratégie le 26 mars. Ils se sont réunis, le bureau de la conférence des chefs d'État et de gouvernement s'est réuni et a approuvé cela. Les ministres africains des Affaires étrangères, le Conseil exécutif également, s'est réuni pour pouvoir appuyer. Donc, nous avons une approche continentale de riposte au coronavirus. Maintenant, qu'est-ce qui s'est passé au niveau technique? Au niveau technique, les groupes de travail ont été mis en place. 7 groupes de travail, selon des thématiques allant des questions de laboratoire et autres, tout ça, ont été mis sur pied et co-présidés, par exemple, par un expert éminent au niveau d'un des États membres. Et nous, ici, par exemple, moi, je co-préside avec le professeur Maroufi et le docteur Moussif du Maroc, le groupe de travail sur la communication du risque sur le continent. Donc, nous avons, et nous nous rencontrons tous les mardis au niveau continental via vidéoconférence. Donc, nous discutons des questions et nous échangeons, nous partageons les expériences au niveau continental. Donc, voilà un peu ce qui a été mis sur pied sur le continent. Pour également avoir les moyens pour répondre très rapidement, les chefs d'État ont mis sur pied un fonds africain de l'Union africaine contre le Covid qui a été mis sur pied. Et le même jour où le fonds a été mis sur pied, les chefs d'État ont décidé de mettre très rapidement 12,5 millions de dollars accessibles immédiatement pour pouvoir lutter contre le Covid sur le continent. Et ce fonds est maintenant opérationnalisé. Nous avons un conseil d'administration qui s'est réuni pour la première fois le lundi dernier. Moi, j'assure le secrétariat. Je suis le secrétaire de ce fonds-là. Et nous avons mobilisé très rapidement sur le continent 65,1 millions de dollars pour pouvoir lutter contre le Covid. C'est vrai, c'est pas énorme vu l'étendue de ce qui nous attend, mais c'est déjà quelque chose pour pouvoir démarrer. Maintenant, en ce qui concerne les faibles chiffres qui sont enregistrés sur le continent, beaucoup de choses sont dites. Bon, moi, je dirais plutôt que cela est dû à la réactivité plutôt du système qui a pu mettre en place très rapidement les moyens pour se donner. Parce que nous avons vu que très rapidement, les pays se sont mobilisés pour pouvoir lutter. Le jeune âge, je ne sais pas trop. C'est un virus nouveau. Je ne sais pas si cela pourra expliquer le faible taux d'infection sur le continent, je ne sais pas.
beaucoup moins de circulation internationale, j'en ai entendu, mais cela n'est strictement pas vrai parce que si vous voyez aujourd'hui, les Africains bougent énormément. Et entre la Chine et l'Afrique, avant que les vols internationaux ne se ferment, vous avez environ 70 vols par semaine qui vont et qui viennent de la Chine. Donc, il y a beaucoup d'échanges et des vols qui venaient directement de Wuhan, par exemple, sur Addis Abeba. Et ces vols ont été récemment fermés. Donc, il y a eu beaucoup d'échanges au moment où on commençait par enregistrer des cas en Occident et autres. Tout ça, les vols n'étaient pas fermés jusqu'à récemment. Et même, on continue par avoir des vols qui continuent par aller, surtout à partir d'Addis Abeba, ici en Chine. Maintenant, en ce qui concerne ce que l'Afrique compte faire pour pouvoir lutter contre, nous sommes en train de travailler sur les questions de négociation et des négociations ambitieuses pour surtout l'effacement total du don, en fait, l'effacement total de la dette africaine qui s'élève à 236 milliards de dollars. Donc, nous sommes en train de travailler là-dessus et le Premier ministre éthiopien, c'est lui qui est en train déjà de conduire ces négociations au niveau continental. Nous sommes en train de coordonner la riposte continentale, la réponse africaine à travers le Centre africain pour le contrôle et la prévention justement des maladies. Nous avons mobilisé l'ensemble des réseaux de laboratoires sur le continent. Pour exemple concret, qu'est-ce qui s'est passé? Au moment où l'OMS a déclaré le COVID-19 urgence de santé publique de portée internationale, il n'y avait que 2 laboratoires sur le continent qui pouvaient diagnostiquer le COVID-19. C'est le laboratoire NICD en Afrique du Sud et l'Institut Pasteur à Dakar. Très rapidement, nous sommes mobilisés en 3 semaines pour former à la chaîne les pays africains pour pouvoir étendre les capacités diagnostiques à l'ensemble des pays du continent. Donc, à l'heure où je vous parle, 48 pays africains, avec notre appui, sont capables de pouvoir diagnostiquer. Mais en un laps de temps, nous-mêmes, on s'était dit que nous sommes en train de nous lancer dans une expérience hasardeuse, mais à la fin, cela produit du fruit. En question de surveillance également, les pays ont renforcé les capacités de surveillance, aussi bien au niveau des points d'entrée qu'à l'intérieur du pays. Et il y a certains pays qui ont imposé le couvre-feu, il y a certains pays qui ont imposé le confinement. Et très tôt, très tôt. Donc, cela également peut expliquer pourquoi nous avons... Et il y a d'autres questions. Les difficultés auxquelles nous sommes confrontés, c'est justement l'accès aux intrants médicaux, tels que les masques, les équipements de protection individuelle, parce que non seulement la fermeture des frontières impacte la réception de ces intrants, mais également la rareté sur le marché international également pose problème. Aujourd'hui, tout le monde s'approvisionne en Chine et la Chine, pendant longtemps, a été également fermée. Les usines ont été fermées. Donc, cela pose, ce n'est pas un défi qui est inhérent seulement à l'Afrique. C'est l'ensemble du monde qui est confronté. Mais il y a des pays, par exemple, tels que le Kenya, le Maroc, l'Égypte, ont commencé par fabriquer les équipements de protection individuelle, l'Afrique du Sud. Il y a des prototypes, par exemple, des tests diagnostiques qui ont commencé par voir le jour sur le continent. Donc, le continent est en marche. Nous sommes en train de travailler également et à coordonner au niveau des actions diplomatiques pour parler d'une seule voix avec le Fonds monétaire international, la Banque mondiale, les Nations unies, le G20, notre coopération Union africaine, Union européenne, et tous ces partenariats qui ont été mis en place. Donc, nous sommes en train de mobiliser également l'appui au continent à travers cela. Nous sommes en train de coordonner également les efforts au niveau des communautés économiques régionales. Par exemple, un pays comme le Kenya a commencé par produire les équipements de protection individuelle et le marché est suffisant. Le Kenya va être autosuffisant en équipement de protection individuelle, mais également le Kenya pourra
servir le marché des États de l'Afrique de l'Est. Donc, voilà ce que nous sommes en train également de prôner et de prioriser. Il y a également, en ce qui concerne, nous faisons très attention aux questions de droits de l'homme dans cette situation, et notamment au niveau des réfugiés et des migrants, parce que c'est une question qui est à l'ordre du jour. Nous faisons également attention à tout ce qui est... nous ne parlons pas beaucoup de distanciation sociale, parce que distanciation sociale, ça a une connotation un peu péjorative, mais nous parlons beaucoup plus de distanciation physique, parce que socialement, c'est difficile de distancer les gens. Même si je suis séparé physiquement de vous, quand même, socialement, nous sommes liés. Donc, voilà un peu notre contribution à ce concept-là que nous voulons clarifier. Également, nous faisons attention aux mécanismes de coordination pour identifier et surtout suivre l'évolution de ce virus-là sur le continent. Donc, je vais m'arrêter là peut-être. Il y a tellement de bonnes choses, d'expériences que nous sommes en train de mettre. Un dernier point peut-être avant de conclure, c'est surtout, nous sommes rendus compte que le continent fait face à des difficultés sur le plan diagnostic. Donc, depuis le début de l'épidémie en Afrique, nous avons déployé environ 500 000 tests sur l'ensemble du continent. Nous avons lancé une initiative qu'on appelle Partenariat pour l'accélération du diagnostic du COVID en Afrique, qui a été lancée la semaine dernière par le président de la Commission de l'Union africaine. Et ce partenariat va mobiliser 1 million de tests sur 4 semaines, et nous comptons d'ici fin juillet augmenter la capacité diagnostique de ce continent à 10 millions de tests pour une population d'environ 1,3 milliard. Donc, et d'ici novembre, nous tablons sur 20 millions de personnes à dépister. Et également, nous mettons l'accent sur les 5 pays les plus impactés sur le continent: l'Afrique du Sud, l'Égypte, le Maroc, le Cameroun. Donc, nous mettons l'accent sur ces pays-là. Donc, voilà, je vais m'arrêter là, et puis s'il y a des questions plus tard, je reviendrai pour répondre de manière plus spécifique. Merci. Merci beaucoup, Monsieur Djoudalbaï. C'est effectivement très intéressant de savoir du point de vue interne qu'est-ce qui est fait et comment l'évaluation se dresse sur le bilan potentiel que cette crise aura sur le continent. Et effectivement, il y a encore différentes lectures, notamment une qui a été faite par Monsieur Gérald Gérold dans une note qu'il a intitulée, dont il est le co-auteur, qu'il a intitulée Le Covid-19 et l'Afrique, première réflexion. Donc, Monsieur Gérold, est-ce que vous pourriez justement nous partager vos premières réflexions, et au vu de la situation qui évolue, est-ce que vos premières réflexions aussi évoluent vers de nouvelles conclusions? Je vous remercie beaucoup, et je voudrais saluer tout le monde, y compris mon collègue Mathieu Mérino qui nous a rejoint. Nous avons écrit cette note ensemble, nous sommes collègues à la FRS, donc je voulais le saluer à l'occasion. Je viens d'apprendre beaucoup de choses des deux exposés de mes collègues, en particulier celui du docteur Djoudalbaï, bien sûr, parce qu'on n'a pas connaissance de toutes ces réactions, et on est un petit peu, nous, centrés sur les réactions, en particulier des États et des gouvernements, et pas de la structure qu'ils représentent autour de l'Union africaine, même si on a eu connaissance, par exemple, de la réactivité qu'ils ont eue pour mobiliser des aides, pour désigner ce quatuor de personnes qui sont chargées de mobiliser les aides internationales, etc. etc. Mais vu de l'extérieur, et vu de France en particulier, on a été surtout attiré par la réaction des politiques. Et je devrais dire que la réaction des politiques a bouleversé les pronostics, en particulier le pronostic du ministère des Affaires étrangères français et du Quai d'Orsay. Comme vous savez, vous avez entendu parler de la circulation
de cette petite note interne qui a fait beaucoup de bruit sur les réseaux sociaux et qui s'appelait l'effet pangolin. D'après cette note du Quai d'Orsay, les États fragiles du continent allaient s'effondrer sous l'effet pangolin, donc sous l'effet de cette pandémie. Or, on a assisté à quoi? Moi, je suis surtout intéressé par les problèmes politiques et on a vu en définitive des politiques, des gouvernements, des présidents réagir à la fois de manière très rapide et de manière très énergique. Ils sont allés, à mon avis, plus vite que nos autorités en Europe et ils ont été aussi loin. Peut-être ont-ils mimé un peu les décisions qui ont été prises, mais en tout cas, tout ce que vous avez rappelé, mademoiselle, tout à l'heure, la fermeture des frontières, la fermeture des aéroports, les couvre-feux, le port de masque, l'interdiction, etc., etc. Tout ça a été fait très rapide, et finalement, l'effondrement à laquelle s'attendaient certains n'a pas eu lieu. Alors, par contre, moi, j'ai deux remarques à ce propos. Vu, encore une fois, d'ici, de Paris, la coordination entre les États n'est pas très puissante. Peut-être que l'Union africaine a bien fait son travail à ce niveau-là, et ça a été très bien expliqué, mais la coordination entre les États ne s'est pas faite, pas plus qu'elle ne s'est faite d'ailleurs en Europe. Chacun est resté à l'intérieur de ses frontières pour réagir à sa manière. Il n'y a pas eu véritablement de concertation, même dans les organisations sous-régionales, par exemple de la SADC ou de l'UMOA, etc., de la CEDEAO, pardon, il n'y a pas eu cette grande coordination. Ça, c'est la première caractéristique. La deuxième caractéristique, c'est la réaction des politiques est avant tout sécuritaire. Elle n'est pas dans le domaine de la santé. Dans la santé, ils ont compris finalement qu'ils ne pouvaient pas faire grand-chose, qu'ils avaient des structures de santé qui étaient extrêmement fragiles, comme l'a rappelé M. Judalbay. Donc, elles se sont concentrées sur des actions sécuritaires. Et là, c'est là où on voit toute l'ambiguïté des politiques, n'est-ce pas? Parce que c'est aussi une manière, et ils l'ont compris très rapidement, pour un certain nombre de régimes d'améliorer son image, ça c'est certain, et d'autre part, de faire taire un certain nombre de contestations qui existaient dans les pays. Par exemple, je prends l'Algérie. L'Algérie, elle a confiné le Irak. Il n'y a plus de Irak. Hein. Au Soudan, vous aviez une agitation démocratique extraordinaire. Eh bien, tout ça, avec les mesures contre le Covid, a totalement disparu. Je parlerai par exemple du Tchad que M. Judalbay connaît bien. Le couvre-feu qu'a décrété Monsieur Déby, le président, peut être aussi regardé surtout comme un contrôle social sur les populations, alors que je pense on a détecté peut-être une dizaine de cas de Covid et peut-être 2 décès ou 3 décès dans cette chose. Donc il y a eu une réaction, à mon avis, que je qualifierais, c'est vrai, de rapide et d'énergique, mais dont je dirais qu'elle n'a à aucun moment été véritablement coordonnée et qu'elle n'a pas été tournée véritablement contre la lutte contre la pandémie, mais plutôt dans une direction d'avant tout sécuritaire et de contrôle des populations. Alors, ça a eu aussi un certain nombre de conséquences, parce que moi je m'intéresse à cet aspect des choses, à la politique, mais aussi à tout ce qui est électoral, n'est-ce pas? En 2020, avant que cette pandémie n'arrive,
l'enjeu électoral en Afrique était considérable, considérable. Vous aviez une vingtaine d'élections avec des enjeux considérables, très importantes pour des pays qui étaient en conflit ou qui sortaient de conflit et pour lesquels les élections allaient prendre des dimensions très importantes. Alors, qu'est-ce qui se passe et comment ont réagi les politiques face à tout cela? Alors, il y avait des élections qui étaient programmées avant que le Covid ne s'invite en Afrique en février et en mars. Et ça, c'était le Togo et le Cameroun. Ils ont fait leurs élections. Très bien. Mais au moment où la pandémie est arrivée, regardez ce qui s'est passé, par exemple, en Guinée. En Guinée, où Alpha Condé était en grande difficulté, y compris avec ses pairs africains de l'Afrique de l'Ouest, eh bien, il en a profité pour accélérer sa marche vers le référendum, modifier la Constitution avec un score de 90%, etc. Et là, le prétexte, si vous voulez, de la pandémie était le bienvenu, n'est-ce pas? Regardez ce qui se passe aujourd'hui avec le Burundi. Au Burundi, on s'en remet à la grâce divine en ce qui concerne la pandémie et le coronavirus, mais on maintient les élections au mois de mai, on continue les violences contre l'opposition et on désarme totalement les médias. Donc, je voulais dire qu'il y a là une espèce de saisie d'opportunités fait par un certain nombre de régimes qu'il ne faudrait pas perdre de vue pendant cette période. Il ne faut pas que le Covid-19 nous empêche de penser politiquement les différentes situations et les enjeux qui sont maintenus en politique. Je ne veux pas rentrer dans le détail de tous les États, mais par exemple, ce qui se passe également en Côte d'Ivoire est inquiétant. C'est inquiétant. Est-ce que là non plus, on ne cherche pas, dans une situation qui est compliquée, qui est conflictuelle, est-ce qu'on ne cherche pas à se cacher derrière la pandémie, derrière tout ce qu'elle soulève comme interrogation pour faire une certaine régression démocratique? Ce qui se passe aujourd'hui en Côte d'Ivoire a d'ailleurs été dénoncé par la Cour africaine des droits de l'homme, dont la Côte d'Ivoire vient de se retirer, n'est-ce pas? Et ça vient de se passer aujourd'hui, en plein combat et en pleine lutte contre la pandémie. C'est ce type d'interrogation que moi je me pose. Je m'excuse, je ne suis ni médecin ni épidémiologiste, mais en regardant de plus près ce qui se passe en matière politique et électorale, je vois cela comme des évolutions un peu inquiétantes. Merci beaucoup, Monsieur Gérold. Effectivement, vous avez dressé un tableau de la situation politique et le lien potentiel qu'elle pourrait avoir avec la gestion de cette crise. Et d'ailleurs, je vais faire un petit peu de pub, mais la semaine prochaine, nous avons aussi un Diplolab concernant les élections en Afrique de l'Ouest. Et ce sera l'occasion, effectivement, de parler plus en détail de la situation actuelle et effectivement de l'impact du coronavirus sur ces événements à venir et les événements passés. Maintenant, j'aimerais donner la parole à Madame Friederike Roeder. Effectivement, une des conséquences qu'aura cette crise, c'est de fragiliser les populations africaines les plus fragiles, pour réutiliser le terme. Et donc, au vu de votre expérience, Madame Roeder, quelles pourraient être du moins les conséquences sur ces populations fragiles, étant donné qu'elles auront moins accès à des microcrédits, moins accès à certains éléments? Comment est-ce qu'elles pourront justement réagir à cette crise et quelles peuvent être les conséquences sur les populations les plus fragiles par rapport à cette crise sanitaire?
Merci beaucoup. Et tout d'abord, merci à Open Diplomacy déjà d'organiser une telle discussion. Je pense que c'est très important. Et merci aussi aux autres intervenants. C'est en effet très enrichissant. Je vais venir tout à fait à cette question de l'impact en fait de cette crise sur les populations les plus vulnérables et ce que ça veut dire et ce qu'on peut y apporter comme solution dans l'immédiat, mais aussi sur le long terme. Mais j'aimerais d'abord revenir sur la question en fait, sanitaire, car même si en effet aujourd'hui on voit beaucoup moins de cas et moins de décès liés au Covid en Afrique, j'aimerais soulever plusieurs questions qui sont importantes pour aussi la réponse notamment européenne à cette crise sanitaire. Alors, d'une part, on ne connaît pas très bien le Covid, donc voilà, je pense qu'un intervenant l'a dit, on touche du bois, mais on verra comment tout ça évolue. Il y a aussi la question de toutes, en fait, vu que maintenant on a, et heureusement, et en effet ça a été bien décrit, le continent africain, notamment via l'Union africaine, a réagi assez rapidement. Mais la réalité, c'est que à cause du Covid, on a négligé d'autres interventions sanitaires. Donc, par exemple, il y a des programmes de vaccination qui ont dû être arrêtés. Et je rappelle qu'en fait, par exemple, la crise d'Ebola en RDC a bien évidemment causé beaucoup de morts. Mais en fait, ce qu'on a vu, c'est que en quelque sorte, les dommages collatéraux à cause d'une résurgence de la rougeole était encore pire. Donc voilà, je pense que ça a été dit, le nombre de pandémies qui existent sur le continent. Donc il y a cette question-là qui en ce moment risque, je veux dire, il y a un risque qu'on la néglige pendant la crise du Covid. Et après, il y a la question de l'avenir en fait, parce que je pense que ce que le Covid nous montre, et je pense que beaucoup qui participent à ce débat et qui s'intéressent aux questions internationales le savent déjà, mais maintenant ça devient vraiment un lieu commun, c'est que notre monde est interconnecté et qu'on est à risque de pandémies qui ne connaissent pas de frontières. Et la grande question, c'est même si on arrive peut-être à gérer la crise du Covid sur le continent africain, est-ce qu'on arrivera à gérer la prochaine pandémie d'envergure mondiale ou même locale? Et donc, je pense qu'il y a quand même aussi toute cette question du volet sanitaire et comment y répondre. Et je parlais notamment de la réponse européenne parce qu'en fait, on est dans l'actualité. L'Union européenne a pris en fait le lead pour organiser une conférence qui aura lieu lundi pour financer la recherche de diagnostic, de traitement et de ce fameux vaccin. Et déjà, le développement d'un vaccin et de tout ce qui est de traitement, etc., est extrêmement cher. C'est d'autant plus cher si on veut y aller plus vite que ce qu'on ferait d'habitude. Donc, normalement, ça dure plusieurs années. Là, vous avez probablement entendu quand on vise un calendrier de 18 mois. Mais pourquoi je mentionne tout ça, c'est que bien sûr, après, il y a la grande question de l'accès à ces traitements et ce vaccin, la production suffisante et le déploiement à travers le monde, et notamment, et là on revient à votre question, en effet, à ceux qui n'ont pas forcément accès au système de soins, d'ailleurs ici en France, mais aussi, bien évidemment, dans les pays les plus pauvres, dans des zones reculées, en conflit, etc. Et c'est une grande question qui se pose et qui se pose indépendamment de l'impact immédiat qu'on verra, par exemple en Afrique ou dans certains pays liés au Covid. Parce qu'on connaît assez peu sur ce virus, mais a priori, on va devoir probablement vacciner de manière extrêmement large pour pouvoir venir à bout de cette pandémie. Donc il y a quand même cette question sanitaire dans l'immédiat, sur la gestion, en fait, disons la gestion de sortie du Covid, et aussi dans une perspective de prévenir d'autres pandémies à l'avenir est très importante.
Et c'est quelque chose où je pense qu'il faut une réponse mondiale, mais il faut aussi une attention particulière, notamment à des pays qui ne vont pas forcément avoir la capacité d'y faire face tout seuls. Alors, soit à l'aide de l'Union africaine ou d'autres partenaires internationaux. Et après, en effet, il y a, je pense qu'un des intervenants a parlé d'angle mort. Je pense que ça, c'est extrêmement important aussi, parce que ce qu'on voit aujourd'hui, c'est que, et c'est tout à fait compréhensible, et ce qu'il fallait faire, c'est qu'on a agi dans l'urgence et, par exemple, réallouer des financements vers la réponse du Covid et notamment la réponse sanitaire. Mais du coup, alors on a déjà ce problème qu'il y a du coup, des programmes, par exemple, ou des politiques publiques aujourd'hui qui ne peuvent plus continuer comme elles auraient dû voilà, se dérouler, disons, tel que prévu au début de l'année, sans avoir en tête qu'une pandémie allait frapper le monde. Et d'ailleurs, c'est aussi un problème qu'on rencontre aussi en France, par exemple, avec la question de l'éducation. Mais du coup, les problèmes sont en quelque sorte exacerbés, notamment dans les pays les plus pauvres, où déjà à la base, on avait des problèmes pour en fait permettre, par exemple, à tous les enfants d'avoir accès à l'éducation, les questions d'accès à l'eau, etc. Donc plein de questions qui sont en fait aujourd'hui, la situation est encore plus difficile parce qu'on a dû répondre au Covid et heureusement qu'on l'a fait. Mais voilà, il faudra en quelque sorte rattraper les choses. Et après, donc, ces effets secondaires, en quelque sorte, du Covid qui ont aussi été mentionnés. Donc, bien évidemment, le coût économique. J'aimerais aussi, comme ça a été déjà fait avant, notamment attirer l'attention sur la question de la sécurité, ou plutôt l'insécurité alimentaire que ça va entraîner. Et je dis, alors du coup, pour moi, donc, ce qu'on voit aujourd'hui, c'est qu'en effet, il y a eu, et ça c'est vraiment, moi j'ai vu ça de très loin, mais je trouvais ça très impressionnant à quel point l'Union africaine s'est rapidement organisée avec ses envoyés spéciaux, etc. On a aussi vu des réponses sans précédent, par exemple au niveau de l'Europe, par rapport à ce que, je veux dire, comment nous on gère la crise ici, peut-être un peu plus lente. Ce qui me manque pour le moment, en fait, c'est que je pense qu'on a réagi dans l'urgence, mais voilà, c'est qu'il ne faut pas oublier que du coup, on a créé, en fait, on risque de créer des problèmes par ailleurs, parce qu'on n'a pas pu continuer certaines politiques publiques, parce qu'on n'a pas pu continuer certains programmes, etc. Et surtout qu'il faut déjà préparer l'après. Donc, préparer, par exemple, l'arrivée d'un vaccin, c'est-à-dire pas seulement préparer les systèmes de santé à répondre dans l'urgence, mais répondre sur le plus long terme pour qu'on arrive à vraiment amener le traitement et ou le vaccin à ceux qui en ont besoin, et c'est-à-dire probablement tout le monde, en fait. Et il ne peut pas avoir de zone d'ombre, on ne peut pas laisser pour compte certains groupes, certains pays, voilà, ce n'est pas possible, il faut vraiment avoir une réponse globale. Et l'autre chose, c'est que je pense vraiment tirer les leçons de cette crise qui est, on vit dans un monde interconnecté. L'aide publique au développement, par exemple, c'est pas un luxe, ou c'est pas quelque chose qu'on se permet de faire si par ailleurs on a tout financé. C'est un investissement, et de manière générale, la coopération multilatérale et de permettre d'avoir certains standards, par exemple en termes de système de santé, mais aussi des règles, des réglementations par rapport à la biodiversité, etc. en place. Et là, la grande question, c'est qu'est-ce qu'on va apporter comme solution structurelle à ce problème. Et par exemple, il y a eu, et ça c'est très important, il y a eu des discussions sur l'annulation de la dette. Je pense que ça a été mentionné par un des autres intervenants. Mais là, c'est un très bon exemple. En effet, l'annulation de la dette est un outil intéressant parce que ça permet de directement injecter de liquidité dans le système financier, notamment des pays qui en ont le plus besoin, pour répondre rapidement à cette crise. Alors, ce qui s'est fait pour le moment, c'est qu'on est à un stade de suspension des paiements de la dette. En suspension, ce que ça veut dire, c'est que l'année prochaine, on va se retrouver à devoir payer
en quelque sorte, on double. Je veux dire, c'est exactement la même problématique auquel font face, par exemple, les PME en France, qui en ce moment ne paient pas de loyer, mais qui derrière vont devoir payer en double. Donc, ce n'est pas vraiment une solution. Donc, voilà, ça a l'air d'être une bonne réponse. C'est un tout premier pas. Et en fait, ce qu'on aurait dû voir, en fait, c'est directement une décision bien plus importante qui aurait été au moins une annulation partielle de la dette. Et ce qu'on n'a pas vu. Et même et c'est là à ça que je veux venir, même si le G20, par exemple, se met d'accord sur une annulation partielle de la dette, ce n'est pas non plus la solution. Il faut maintenant trouver en fait des solutions structurelles et vraiment à long terme qui nous permettent en fait de financer ce qu'on devrait appeler des biens publics mondiaux tels que la santé. C'est quelque chose qui a été discuté depuis des années et on n'a pas vraiment avancé là-dessus. Et cette crise doit en quelque sorte être le moment en fait de mettre en place ces solutions qui permettent non seulement d'avoir peut-être des débuts de très bonne coordination au niveau des continents, mais d'avoir en fait des solutions structurelles au niveau mondial, parce qu'on se rend compte que ce n'est pas une question entre pays riches ou pays pauvres, ce n'est pas une question d'un continent à un autre, c'est vraiment quelque chose qui nous concerne tous, et donc où il faut en fait vraiment apporter des solutions structurelles pérennes sur le long terme, et notamment aussi de financement. Voilà, ça c'était les quelques choses que je voulais apporter en complément aux interventions déjà très riches des autres panélistes. Merci beaucoup Frédéric Roder et merci beaucoup à l'ensemble des intervenants. Donc en somme, ce qu'on peut retenir de ce très riche échange et de ces différentes lectures, c'est qu'effectivement aujourd'hui, de manière relative, les chiffres sont tout de même en faveur du continent africain, dans le sens où il y a une certaine réactivité, un retour d'expérience par rapport à des crises passées, aussi certaines initiatives de partage de connaissances médicales, par exemple liées au dépistage dans d'autres pays qui ont été mises en place, et aussi les partenariats financiers qui associent différentes entités internationales pour justement accompagner le continent africain dans la gestion de cette crise. Néanmoins, les craintes persistent et se renforcent concernant les potentielles conséquences économiques, sociales, sanitaires et politiques, sachant que le monde entier va connaître des répercussions massives par rapport à cette crise. Donc peut-être qu'aujourd'hui, c'est le moment de rééquilibrer un petit peu cette mondialisation asymétrique, comme on a pu l'entendre, sans oublier certaines priorités qui sont restées bloquées dans le passé, mais qui vont nous rattraper dans la gestion du monde post-Covid. Certaines priorités qui sont comme la gestion de l'environnement, la sécurité alimentaire, les populations déplacées, ou encore les problèmes de sécurité, de gestion de conflits, etc. Donc, toute cette crise doit certainement, et je pense que c'est ce qu'on doit ne pas oublier, c'est qu'elle doit se faire autour d'une réponse globale, apportant, comme vous l'avez dit, Frédéric, des solutions structurelles pour mieux anticiper au mieux avec les connaissances qu'on a aujourd'hui, même si parfois limitées, la gestion du monde post-Covid. Donc, merci beaucoup à l'ensemble des participants. Si vous me permettez de prendre la parole d'une petite seconde en attendant que les questions arrivent. Oui, bien sûr, allez-y. Oui. Non, en fait, je crois que ce qui rejoint un peu, ce qui nous rejoint tous dans tout ça, je crois qu'il y a un consensus assez clair sur le fait que globalement, la réponse continentale s'est manifestement bien opérée. Je crois que l'expérience de l'Afrique dans la gestion, et on l'a entendu, là, dans la gestion des épidémies passées et présentes est un net avantage, disons, par rapport à ce que nous vivons, notamment en Occident. Et un élément, moi, qui m'importe beaucoup, et je sais qu'il y a probablement des académiques, des chercheurs dans la salle virtuelle, c'est le fait qu'on a vraiment besoin de données, on a besoin de recherche, on a besoin urgent de comprendre et documenter de manière, je dirais, un peu plus scientifique avec des méthodologies fiables, là, ce qui se produit effectivement en Afrique. Comprendre les bonnes pratiques, les partager, pour moi, ça s'avère important. Évidemment, les projets, pour ceux qui sont chercheurs dans le groupe, savent que les projets de recherche pour l'instant, sont pelletés un petit peu par en avant. L'accès à des données est plus difficile, mais ça sera important qu'on puisse avoir accès
à avoir de l'information fiable et avoir accès à des données pour pouvoir mieux comprendre la situation et éventuellement répliquer les bonnes pratiques ici ou ailleurs pour qu'on puisse tous profiter des leçons apprises des uns et des autres, effectivement. Donc, n'hésitez pas à prendre la parole si vous souhaitez, donc les participants poser des questions à nos intervenants. Aujourd'hui, c'est, je pense, l'opportunité parfaite d'avoir une réponse qui présente différentes perspectives aussi par rapport à la gestion de cette crise au sein du continent. Oui, bonsoir. Bonjour, Jean Lebel. Est-ce que je pourrais faire une courte question, s'il vous plaît? Bien sûr. Alors, je suis président du Centre de recherche et développement international ici à Ottawa et je vous remercie de l'invitation que j'ai reçue à travers François et mes bonsoirs à Madame l'ambassadrice que je connais bien. Ma question vise tous les panélistes, mais en particulier le docteur Jude Albay, et je l'ai mis rapidement en texte. On sait très bien qu'il y a un déficit de données par rapport aux statistiques civiles et l'enregistrement des statistiques civiles. La Commission économique africaine a déjà noté récemment qu'il y a moins d'un décès sur 3 qui est enregistré en Afrique et il y a seulement 11 pays qui ont des systèmes qui sont au minimum de performance pour enregistrer les naissances et les décès sont stagnants en termes d'enregistrement. Alors, ma question est, les chiffres que l'on voit, quel est le niveau de fiabilité? Et particulièrement lorsque l'on voit l'Afrique du Nord et l'Afrique du Sud qui rapportent des taux beaucoup plus élevés que le reste du continent, mais où on sait que ces pays-là ont des systèmes électroniques d'enregistrement beaucoup plus fiables que d'autres juridictions. Comment gérez-vous ça au niveau du Centre africain sur le contrôle des maladies? Je réponds maintenant ou bien qu'on attende une série de questions? Allez-y, monsieur Dudalbay. Merci beaucoup. Dans des conditions normales, c'est vrai qu'il y a des difficultés avec les données d'état civil sur le continent. Ça, c'est vrai, c'est une faiblesse qui est reconnue et nous ne nions pas cela. Mais dans le contexte épidémique, tous les décès sont enregistrés. Et là, je répète bien, tous les décès sont enregistrés et on fait très attention parce que même les décès, et là, nous utilisons ce qu'on appelle les réseaux communautaires. Donc, vous avez les réseaux communautaires et les relais communautaires qui notifient tous les cas de décès qui même surviennent dans les communautés reculées. Donc, cela est connu. Et par exemple, quand par exemple un décès survient en communauté et que c'est un décès suspect, et il est prélevé et testé avant de pouvoir enterrer pour pouvoir procéder à un enterrement sécurisé. Donc, dans les conditions normales où il n'y a pas d'épidémie et autres, tout ça, ça peut passer, mais pas en contexte épidémique. Merci. Merci. Merci beaucoup, monsieur Dudalbay, pour votre réponse. Est-ce qu'un participant souhaite poser une seconde question? Oui, allez-y, madame. On vous écoute. Oui, bonjour. Je suis professeur Bonnie Campbell. Je dirige une équipe au Québec financée par le Conseil de recherche en sciences humaines sur l'accès à la santé et les secteurs extractifs dans plusieurs pays africains. On travaille avec des personnes qui suivent de près les évolutions des systèmes de santé, l'accès, le droit à la santé. Et ce qui me frappe dans cette discussion, c'est le peu de réflexion sur comment se fait-il que nous sommes dans la situation où il y a si peu de capacité des systèmes de santé de résister. Et d'un côté, il y a un passé où les systèmes de santé ont été l'objet de ce qu'on pourrait expliquer comme une expérimentation de la part des politiques de santé des pays de l'Ouest. On a privatisé, on travaille en silo, on a l'impression d'une improvisation. Et d'autre part, il y a donc ce passif et on se pose la question d'une part, est-ce qu'on ne se rend pas compte que finalement la réponse à la pandémie, ce serait le renforcement des systèmes de santé en Afrique? J'y vais vite, mais
on est en train de parler de choses structurelles et foncières. Et comment se fait-il que les pays occidentaux ne réagissent pas à ce niveau? Pourquoi on est dans la réactive, dans les approches complètement parcelées? Et d'autre part, comment se fait-il qu'on a si peu de connaissances de ce qu'on a entendu d'un conférencier aujourd'hui, qu'il y a une très riche des savoirs dans le passé, de surveillance, de traitement de ces différentes épidémies, et comment se fait-il que ces savoirs qui sont créés en Afrique ne migrent pas chez nous et sont si peu repris dans notre discours sur ce qui se passe maintenant? Merci. Merci beaucoup, madame. Est-ce que vous voulez rediriger votre question à un intervenant particulier ou c'est une question ouverte? Ouverte. Bon, d'accord. Donc, Monsieur Audet, Monsieur Djoudalbaï, Monsieur Gérold, Madame Roder, est-ce que vous souhaitez répondre à cette question? Je peux m'avancer rapidement. Je voulais être certain de bien comprendre. Mais moi, ce qui m'interpelle, c'est peut-être la deuxième partie de la question. Bonnie, que je salue d'ailleurs, on est collègues à l'UQAM. Si vous faites référence à l'expertise en santé de la coopération internationale, en santé publique, de l'OMS et des ONG, est-ce que c'est… je vais être certain de bien comprendre la question. La première partie de la question est un regard sur les politiques des pays occidentaux à travers les 30 dernières années, sur ce qui s'est fait et notre approche à qu'est-ce qu'on peut contribuer au système de santé en Afrique. Et ce qu'on a vu, c'est ce qu'on a l'impression être une improvisation, même utiliser le terrain africain comme un terrain d'expérimentation. Les privatisations, les user fees et ceci et cela, maintenant approche en silo. Et quand on regarde dans des pays précis ce qui se passe, c'est un cafouillage très souvent de la part des bailleurs. Hein. Les pays font des choses remarquables dans les conditions. Donc, d'un côté, je pointe finalement les responsabilités externes des bailleurs dans ce domaine, et d'autre part, je souligne l'information, l'expérience, les savoirs que l'Occident ne reçoit pas, ne cherche pas à savoir pour s'informer de ce qu'on peut apprendre de l'Afrique. Je me permets de lancer la balle voilà, au docteur. Je crois que vous êtes le mieux placé pour y répondre. Moi, j'ai un commentaire à faire. Hein. J'ai un commentaire à faire, mais je suis très content que cela puisse venir de professeur Bonnie Campbell, qui travaille beaucoup sur le système de santé. J'ai lu quelques papiers qu'elle a pu publier avec certains confrères ici dans les pays du Sud. Mais en tout cas, c'est très bien. C'est une très bonne autocritique que moi, j'apprécie. Moi-même, j'ai été très surpris. J'ai fait mes études en France, etc. et autres, tout ça. Après, je suis rentré sur le continent avec d'autres expériences. Et quand j'ai été confronté aux questions de santé ici, j'ai essayé de faire une comparaison à mon niveau avec le système qu'on voyait de l'autre côté. Je disais que l'Occident, le jour où l'Occident sera confronté, et ça, mes collègues peuvent le témoigner, hein. Je n'ai pas écrit quelque part dans une publication quelconque, mais j'ai dit le jour où l'Occident sera confronté à une épidémie ou à une pandémie gravissime, le système sanitaire de l'Occident va s'effondrer. Les gens m'ont dit pourquoi? J'ai dit non. En Occident, il n'y a pas de système de santé. Ils ont des hôpitaux de première classe, mais il n'y a pas de système de santé. Aujourd'hui, quand on parle par exemple de surveillance épidémiologique, ce n'est pas connu en Occident. Ah, les très beaux livres sont écrits en Occident avec toutes les théories, mais effectivement, comme le professeur Campbell l'a dit, on vient les expérimenter ici sur le continent, mais nous retenons les bonnes choses et nous essayons de les mettre en œuvre. C'est pour cela aujourd'hui nous commençons par voir cela en œuvre. En ce qui concerne le savoir si peu repris dans les discours et autres, tout ça. Aujourd'hui, si on prend par exemple quelqu'un qui fait ses recherches en Ngorongoro, en Tanzanie, qui ne connaît personne, qui publie dans les journaux à haut impact, par exemple, ben, il ne sera pas publié. Quand il va envoyer, même si c'est un bon papier, il sera rejeté. Tout simplement parce qu'il n'y a pas un nom de l'Ouest qui est associé ou bien parce qu'il n'est pas connu. Donc, voilà pourquoi aujourd'hui, par exemple, les savoirs produits sur le continent restent sur le continent. Et les gens se le partagent, mais
ça n'arrive pas à être connu de l'autre côté là-bas. Et tout cela, il faudrait que ça change aujourd'hui. Et le Covid aujourd'hui est en train de nous mettre devant les faits accomplis, qu'on doit partager le savoir. Il se passe de très bonnes choses sur le continent africain qui malheureusement ne sont pas connues à l'extérieur du continent africain. Donc, c'est là, il faudrait que ce soit... pardon, mon téléphone est en train de sonner. Donc, il faudrait que cela également soit reconnu et qu'on puisse changer le discours. C'est très important, c'est très important. J'ai fait un passage aux États-Unis il y a 3 ans où je suis allé du système fédéral jusqu'à dans les comtés pour voir la première question quand je suis arrivé au département de la santé aux États-Unis. J'ai dit, quelle est la politique de santé que vous mettez en œuvre aux États-Unis? Personne ne m'a répondu à la question parce qu'ils disent qu'ils ne savent pas de quoi je parle parce qu'on est en train de parler deux langages différents. Moi, je parle de la politique nationale de santé, même si on est dans un système fédéral, il doit y avoir une politique nationale de santé. Mais ils disent non, ici, les hôpitaux, tout ça, c'est géré par les assurances, c'est géré par les secteurs privés, etc. Ça m'a encore renforcé davantage dans ce que je fais. Merci. Merci beaucoup pour cet angle nouveau de retour d'expérience et d'expérience qui justement doit être reçu et légitimé, quelle que soit sa source sur le monde. Je ne sais pas si Bonnie Campbell, Monsieur Benjamin vous a répondu dans la globalité à votre question ou si vous voulez avoir d'autres... Oui. Tout à fait, merci beaucoup. Merci beaucoup. Nous avons encore le temps pour d'autres questions. Donc, si des participants d'autres questions sont bien. Bonsoir. 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 Je suis Romain Roussel. Je suis responsable commercial dans une société française et on fabrique des appareils de radiologie. Donc pour tout vous dire, en ce moment, nous sommes très impliqués dans toute cette guerre, si on peut appeler ça une guerre contre le Covid-19. J'avais une question au docteur Judelbaï. Tout à l'heure, vous avez parlé du manque de masques et de protection individuelle qui semblerait être à peu près le même pour tout le monde sur cette terre. En France, on a eu et on a une très grosse problématique d'approvisionnement. On a vu Air Liquide qui s'est mis à fabriquer des respirateurs en 15 jours. Cependant, je ne vois pas, je ne lis pas, je n'entends pas des problématiques de ce type en Afrique. Est-ce qu'il y a autant de diagnostics qui est fait sur un même volume de population qu'en Occident, par exemple? Quelles sont les prises en charge en fait dans le diagnostic de ce Covid? Est-ce qu'il y a des tests massivement qui sont faits? Est-ce qu'il y a des examens radiologiques qui sont faits? Est-ce qu'il y a d'autres examens? Voilà, parce que l'Afrique, en tout cas, j'ai pas l'impression qu'on entend les mêmes besoins en fait qu'on ressent ici en Europe. D'accord, ok, merci beaucoup. Non, la problématique de manque de masques et autres, tout ça, c'est une question généralisée. Mais nous avons eu une opportunité. Et l'opportunité que nous avons eue sur le continent et qui nous a donné un peu de souffle, en fait, c'est l'appui de la Fondation Jack Ma d'Alibaba, qui a vraiment fait une grande donation, 2 séries de donations, des millions de masques qu'on a distribués de manière équitable sur le continent africain, à tous les pays. Donc, il y a eu 2 séries. La 3e série, là, c'est une donation qui a été faite au Centre africain pour le contrôle et la prévention des maladies, avec plus de 500 000 tests de diagnostic et autres, tout ça qu'on a réceptionné hier. Et au cours de la semaine, nous allons continuer par distribuer. Et ça nous a donné un peu de répit pour donner l'opportunité aux compagnies africaines de produire. Donc, l'Égypte a commencé par produire, le Maroc a commencé par produire, l'Afrique du Sud également a commencé par produire, et le Nigeria également, y compris l'Éthiopie et le Kenya. Donc, cela nous a aidés. En ce qui concerne les examens, c'est fait, mais dans les CHU, parce que là, par exemple, il y a eu des cas qui étaient polysymptomatiques.
qui ont été hospitalisés, par exemple. J'ai discuté avec certains collègues infectiologues. Moi-même, je suis infectiologue, donc j'ai discuté avec certains collègues infectiologues dans le cadre du groupe de travail que nous avons sur le plan du continent. Il y a beaucoup d'examens, par exemple, qui sont rattrapés par les services de radiologie, par exemple l'imagerie par résonance magnétique ou bien le scanner et autres, tout ça, qui permettent également de voir des images qui ressemblent au Covid et de pouvoir poser le diagnostic là. Donc, ça se fait surtout au niveau des trucs. Mais vous savez, nous avons des pyramides sanitaires au niveau du continent. Donc, nous avons 3 niveaux. Donc, vous avez le niveau primaire, vous avez le niveau secondaire et le niveau tertiaire. Donc, ce n'est pas tous les cas qui sont vus au niveau tertiaire. Et pour expliquer pourquoi il y a quelqu'un qui avait dit que non, que le système de santé classique est engorgé. Non, le système de santé classique n'est pas du tout engorgé parce que la majorité des pays ont identifié des hôpitaux qui ont été dédiés essentiellement à la prise en charge des cas de COVID. Donc, il y a un système de triage qui a été mis en place au niveau de toutes les structures sanitaires. Il y a un système de triage qui a été mis en place. Donc, par exemple, un patient qui vient avec une fièvre, par exemple, est arrêté à l'entrée. Soit c'est des tentes qui sont mises là-bas pour faire le triage de tous les patients qui rentrent. Donc, les patients qui veulent aller se faire soigner, on n'a pas arrêté le service de vaccination. Aucun service n'a été interrompu pendant ce temps. Et là, je tiens à le rappeler parce que j'ai entendu quelqu'un mentionner cela. Donc, il y a des services de triage qui ont été... Et ça, c'est l'expérience que nous avons eue d'Ebola en 2014-2016. Donc, tous les services il y a des triages dans tous les hôpitaux et des centres de santé. Donc, chaque patient qui entre, la température est contrôlée. Il y a un questionnaire qui est administré. Est-ce que vous avez fait la fièvre? Vous avez des malaises? Vous avez, en fait, tous les signes du COVID, d'accord? Donc, ça permet de faire un premier niveau de discrimination et de laisser ceux qui ne présentent aucune symptomatologie en rapport avec le COVID entrer et accéder aux soins qui ne sont pas des soins COVID. Et tous ceux qui sont des cas suspects sont mis de côté et référés, par exemple, aux centres qui sont dédiés à la prise en charge, à la prise en charge du COVID. En ce qui concerne les examens, les tests diagnostiques, nous sommes un peu en retard par rapport aux autres régions du monde. Pourquoi? Parce que l'accessibilité pose problème. Il y a beaucoup de pays qui veulent acheter des kits de diagnostic, mais ils ne savent pas où aller acheter parce que vous avez votre argent, vous n'en trouvez pas. Il y a actuellement 2 producteurs qui nous fournissent, c'est la Chine et c'est l'Allemagne qui nous fournissent. Nous avons pu distribuer effectivement plus de 500 tests sur le continent et je vous avais dit que nous avons lancé un partenariat pour augmenter la capacité diagnostique à 1 million d'ici 4 semaines et 10 millions d'ici le mois de juillet et nous tablons sur 20 millions d'ici le mois de novembre. Et nous allons pouvoir arriver parce que nous sommes en négociation également avec les producteurs de ces kits diagnostiques pour pouvoir augmenter la capacité à tester sur le continent. Voilà, merci. D'accord, merci beaucoup. Merci. Merci beaucoup, M. Joudalbaï et M. Roussel. Nous avons encore le temps pour une dernière question. Oui, j'ai une question, s'il vous plaît. Oui, bonjour, allez-y. Je suis Malek, je suis avocat. En fait, je voulais poser la question à M. Joudalbaï sur la chloroquine en Afrique. On n'a pas entendu parler sur ce sujet. C'est une question qui revient inévitablement, la question de la chloroquine et autres, tout ça. Non, en fait, nous, notre position est claire et nous avons publié un communiqué par rapport à l'utilisation de la chloroquine et de l'hydroxychloroquine. Actuellement, nous n'avons pas suffisamment de données pour pouvoir trancher. Donc, nous attendons surtout les résultats des recherches cliniques pour pouvoir dire et voir l'efficacité. Je sais que certains pays ont systématiquement, et beaucoup de pays sur le continent systématiquement utilisent l'association chloroquine azithromycine qui semble bien marquée, mais encore, il faudrait attendre avoir plus de données et de recul pour pouvoir trancher sur la question et sur l'efficacité de la chloroquine ou pas. Donc, je vais m'arrêter là. Je ne vais pas m'hasarder à me prononcer sur des choses pour lesquelles on n'a pas de données probantes. Merci. Merci à vous. Merci beaucoup. Peut-être éventuellement une dernière question
Moi, j'avais une question, en fait. Oui, Monsieur Judalbey. Une question pour M. En fait, pendant son exposé, en fait, c'est peut-être aussi un peu le taquiner. Je me suis rendu compte qu'il n'a cité que des pays francophones. Est-ce que ça vous frappe pas un peu? Parce que dans tous les exemples que vous avez donnés, ce sont des mauvais exemples venant que des pays francophones. Que dire des pays anglophones? Pourquoi nous n'avons pas cela dans les pays anglophones? Je ne sais pas. D'abord parce que je suis moi-même plus concentré sur l'Afrique francophone, si c'est une réponse qui ne vaut rien, mais qui est quand même un élément. Et je m'intéresse beaucoup plus à l'Afrique francophone, même si j'ai un peu travaillé sur le Nigeria. Mais ce que je voulais dire, c'est qu'il ne faudrait pas que dans l'ombre du coronavirus, on installe en plus d'une insécurité sanitaire, économique, ce que j'appellerais moi une insécurité démocratique. C'est-à-dire que à l'ombre de ce que l'on décide, n'est-ce pas, qui paraît être dans un au premier regard, une décision finalement fondée, puisqu'elle est prise un peu partout, etc., mais que toutes ces décisions d'exception, toutes ces situations d'exception, toutes ces d'état d'urgence, de limitation des libertés qui s'accompagnent quelquefois quand même également de violence, n'est-ce pas? Ce retard que l'on donne aux élections, parce que finalement, vous allez voir que toutes ces élections qui sont prévues, qui étaient prévues dans la deuxième partie de 2020, vont être reportées pour combien de temps, etc. Ce sont des moments démocratiques très importants que les pays ne pourront pas vivre, et c'était simplement un souhait, à la fois un constat et un souhait. Je pense qu'il y a quelques régimes, et je les trouve surtout malheureusement dans les pays francophones. Je vois certains pays ou certains régimes qui sont tentés par la perpétuation de ces mesures et par un contrôle social et en définitive par l'installation d'une insécurité démocratique qui risque de se prolonger au-delà de la pandémie. C'est un petit peu ça ce que je voulais dire, et c'est vrai que mon diagnostic vaut surtout par le regard porté sur l'Afrique francophone, et c'est pour ça que j'ai cité les autres, je les connais moins. C'est bon, merci. Non, je voulais juste comprendre, en fait. Merci. Beaucoup. Donc, nous arrivons rapidement à la fin de ce premier Diplolab. Peut-être avant de conclure, si un des intervenants a un dernier élément à apporter à cette discussion, il est le bienvenu avant que nous clôturions l'échange. Après, si vous avez tout dit, c'est très bien. Merci beaucoup à tous nos intervenants, Monsieur François Audet, Monsieur Benjamin Judalbey, Monsieur Gérard Jarold et Madame Frédérique Roder. Merci bien évidemment aux participants qui nous ont rejoints dans ce premier webinaire concernant la gestion de la crise Covid-19 au sein du continent africain. Et bien évidemment, un grand merci à notre partenaire dans l'organisation de cet échange qui est l'ambassade du Canada. Donc voilà, je vous remercie tous d'avoir participé à cet échange, et bien évidemment, ce n'est que le premier parmi une longue série de conférences que l'Institut Open Diplomacy organise, et je vous laisse la liberté de consulter bien évidemment l'agenda que l'Institut présente pour les prochaines semaines. Et je vous remercie encore une fois et vous souhaite une excellente soirée. Merci à vous. Très bonne soirée. Merci. Au revoir. Au revoir. Au revoir, merci. À bientôt. Merci. Merci beaucoup.